L'objectif, tout le monde est assez d'accord là-dessus, à long terme, le vrai objectif, c'est la recherche de vie extraterrestre. Alors, on peut le faire dans le système solaire, il y a une dizaine de planètes, quelques lunes, et on peut le faire en dehors du système solaire. On a 200, plutôt 300 milliards d'étoiles, dont la plupart sont observables en infrarouge, disons, l'extinction gêne beaucoup moins. Donc, il y a un nombre a priori totalement considérable d'exoplanètes, et donc c'est un sujet qui risque pas de s'éteindre dans le siècle qui vient. A priori, il y a un domaine d'exploration absolument fantastique. Alors qu'encore une fois, dans le système solaire, c'est intrinsèquement limité. S'il n'y a pas de vie sur Mars, s'il n'y a pas de vie sur Europe, on ne sait plus où aller. Alors, comme vous savez, il y a l'approche SETI qui a eu lieu maintenant depuis un bon demi-siècle, qui est extrêmement intéressante. Je ne dirais pas du tout de mal sur SETI, bien au contraire. Le problème, c'est que à relativement court terme, on ne sait pas trop comment interpréter une absence de détection. On ne sait pas que si c'est qu'il n'y a rien, c'est qu'on a mal regardé. Et disons que, compte tenu du développement de la technique, il y a une approche qui est en train de se développer, qui consiste à rechercher d'abord des planètes géantes, ensuite des planètes telluriques, ensuite des planètes habitables, et enfin des planètes habitées. Alors, je ne sais pas, au niveau pointeur, c'est peut-être pas la peine, ou aussi peut-être parce que sinon je raisonne sur mon écran, c'est pas terrible. Bon, alors, comme vous savez, le point 1 a été franchi en 1995, comme il a été rappelé récemment, comme il a été rappelé tout à l'heure par Olivier. Le point 2 de la recherche de planètes telluriques, eh bien, c'est pour dans les 10 ans qui viennent, grosso modo, entre Corot et Kepler, peut-être Eddington. On saura s'il y a des planètes telluriques. En fait, il est à peu près certain qu'il y a des planètes telluriques. Par contre, ce qui n'est pas évident, c'est leur taille. Est-ce que la Terre est plutôt du côté des grosses... Est-ce que la Terre est plutôt, fait partie de la partie de la distribution des gros objets, ou au contraire des petits objets? Ça, c'est vraiment l'inconnu. Et alors, les étapes 3 et 4, donc, sont les étapes, disons, qu'on peut appeler l'astrobiologie, et qui, très probablement, nécessitent l'espace. Alors, donc, que ce soit difficile, tout le monde est bien d'accord. Il y a quand même une chose sur laquelle je vais insister, c'est pas tellement sur la résolution angulaire, je vais insister sur le fait qu'à l'intérieur du système solaire, à quelques minutes-lumière, où on peut aller physiquement, on a été sur Mars par exemple, et on ne sait toujours pas s'il y a de la vie sur Mars, enfin, dans certaines conditions. En dehors du système solaire, on peut regarder, vous voyez, à des dizaines de milliers d'années-lumière. A priori, comme on n'a déjà pas été capable de répondre en quelques décennies sur Mars, on pourrait dire que c'est complètement désespéré. Ben, vous allez voir, c'est pas vrai. On a une chance inouïe et que je crois qu'il nous faut exploiter. Alors, je vais essayer de vous justifier ça. Donc, comment peut-on chercher à détecter à distance de la vie? Alors, d'abord, qu'est-ce que c'est que la vie? En fait, on est relativement d'accord sur le fait qu'une définition générale, très générale de la vie, c'est un système qui contient l'information, qui est capable de se répliquer et capable d'évoluer. Quand on a dit ça, comment est-ce qu'on va détecter ça à quelques milliers d'années-lumière? Eh bien, en fait, il faut se rendre compte que si l'on réduit ça à la recherche de la vie analogue à la nôtre, c'est-à-dire basée sur la chimie du carbone en solution dans l'eau, à ce moment, on va vous montrer qu'à ce moment-là, il y a des moyens de détection à distance. Et en fait Owen, qui il y a maintenant il y a 25 ans, a proposé ça, a montré qu'en réalité, ce n'était pas simplement on se réduit à faire ce qu'on sait faire. C'est qu'en fait, il y a très probablement une raison objective pour ce qu'il appelle du chauvinisme pour le carbone et l'eau. C'est-à-dire que la chimie du carbone est par exemple la meilleure façon de stocker de l'information qui est contenue dans l'être vivant. Et que l'eau est aussi un solvant extrêmement favorable.
Donc finalement, se limiter à ça n'est probablement pas une réduction importante du champ d'investigation. Alors, qu'est-ce que c'est donc qu'une biosignature qui a la possibilité de détecter à distance de la vie? L'idée de base, c'est que si la vie est suffisamment développée, elle est capable de modifier l'atmosphère. L'oxygène que nous respirons dans cette pièce est entièrement, enfin du moins à quelques ppm près, dû à la photosynthèse. Vous supprimeriez la vie sur Terre, bon, évidemment nous on ne pourrait plus respirer l'oxygène, mais l'oxygène disparaîtrait parce que l'oxygène est un gaz actif qui réagit avec les minéraux et disparaîtrait en un temps qui est très court par rapport à l'âge de la Terre. Alors, en fait, donc, d'une façon générale, il y a une première tentative qui a été faite de définir une biosignature, enfin, de dire qu'une biosignature, eh bien, c'est une forte déviation à l'équilibre thermodynamique. Par exemple, vous prenez la coexistence dans cette pièce d'un petit peu de méthane et d'oxygène, ça, chimiquement, c'est extrêmement hors d'équilibre. À l'équilibre thermodynamique, dans toute l'atmosphère terrestre, il ne devrait pas y avoir une seule molécule de méthane. Mais en fait, on n'est pas du tout à l'équilibre thermodynamique, il n'y a aucune raison d'y être. Nous sommes dans une machine thermique. Nous recevons des photons à 6000 degrés, nous en émettons à 300 Kelvin, et bien nous sommes devant une machine thermodynamique et il n'y a aucune raison d'être à l'équilibre thermodynamique. Et donc, effectivement, il semble bien qu'une activité biologique augmente l'équilibre thermodynamique, mais ce n'est pas très quantifiable. Et alors, en fait, l'approche actuelle, disons, c'est de dire que lorsque la composition d'une atmosphère est telle que on ne peut pas en rendre compte par des processus physico-chimiques et de photochimie simples, eh bien, à ce moment-là, il faut faire intervenir quelque chose de plus que peut fournir la biologie. Alors, si vous voulez, on pourrait discuter de ça, mais je vais avancer, mais parce que finalement, la biologie, c'est rien de miraculeux, hein, il n'y a pas de force vitale. Simplement, c'est la biologie, en un mot, est capable de construire des usines à gaz qui sont capables de faire des choses, justement, qu'on n'arrive pas à faire par des réactions de photochimie simple dans l'atmosphère, par exemple. Un chloroplasme, par exemple, la photosynthèse chlorophyllienne, ça suppose le stockage de 8 photons les uns après les autres avant de faire un pas dans l'oxydation, dans la réduction plutôt, du mélange CO2-H2O. Et c'est cet aspect usine à gaz dont on ne voit pas comment il pourrait se produire autrement que par une évolution progressive de type biologique. Donc dans la pratique, qu'est-ce qu'on fait? On fait des modèles d'atmosphère, où on essaye d'être le plus complet possible, on les fait tourner, et puis on essaye de voir si un critère proposé, eh bien, on arrive à le falsifier. On arrive à fabriquer une composition atmosphérique qui a été proposée par de simples réactions atmosphériques, disons. Et puis, si on n'y arrive pas, si tous les essais n'y arrivent pas, eh bien, la biosignature est qualifiée jusqu'à ce qu'évidemment quelqu'un montre le contraire. Mais ça, c'est la définition de la vérité en science. La loi de Newton, la gravitation de Newton, était vraie jusqu'à ce qu'on démontre, enfin, on tombe sur un cas où elle n'était pas vraie. Là, c'est un petit peu la même chose. La biosignature sera qualifiée si, quels que soient les modèles que l'on a pu faire, relativement simples, hein, sans faire intervenir un système, par exemple, capable de stocker de l'énergie, on n'arrive pas à produire les choses. Alors, le résultat remarquable, eh bien, c'est que, premièrement, il en existe. Il semble bien que, alors l'exemple n'est pas pris au hasard, il semble bien que la présence simultanée de CO2, H2O et de l'ozone, ou l'oxygène, dans la zone habitable, soit quelque chose que l'on n'arrive pas à faire par les modèles de chimie. Et par contre, que la photosynthèse au niveau du sol est capable de faire. Il y a d'autres exemples. Mélange méthane-ozone, N2O. Apparemment, N2O, c'est le gaz hilarant d'ailleurs. On n'est pas capable de le faire par des réactions de chimie non biologique, alors que les bactéries font ça très bien. Deuxième résultat, c'est que ces choses-là peuvent être détectées à distance.
Alors, donc deux options, ou bien la lumière émise en infrarouge thermique, ou bien la lumière réfléchie, et donc on s'intéresse à la variation spectrale de l'albédo. Donc je vais parler que du premier pour l'instant, peut-être tu diras quelques mots du deuxième. Hein, c'est essentiellement, la première partie c'est Darwin et TPFI, pour l'infrarouge thermique, et le visible c'est TPFC, coronographie. Alors, bon, très simplement, hein, le corps noir, l'émission du corps noir à 300 Kelvin, un certain nombre de raies d'absorption qui tombent dans le même domaine, donc on a un espoir de comment dirais-je, caractériser ces corps-là. Alors, en effet, voici par exemple ce que donne une atmosphère où il y aurait du gaz carbonique et que du gaz carbonique. Vous voyez, le corps noir serait ça, en présence de gaz carbonique, il y a une raie qui est tout à fait évidente. Si maintenant vous mettez de l'eau et de l'ozone, ben vous voyez, vous avez une structure ici, et vous avez une structure liée à l'ozone. Quand vous regardez les planètes du système solaire, eh bien, pour la Terre, vous constatez que vous avez effectivement ces trois structures qui vous indiquent la présence de ces trois composés dans l'atmosphère, alors que pour Mars ou Vénus, vous n'avez que la signature du gaz carbonique. Donc, d'où les missions Darwin et TPF. Alors, donc, le problème du contraste, de la proximité angulaire, donc, les difficultés dont on a parlé tout à l'heure, mais je vous rappelle que d'un coup d'un seul, on réussirait à répondre, alors, à la deuxième question que j'avais posée, enfin, du moins, à la deuxième question pour ce qui est de notre environnement. À courte distance, les méthodes de transit ne fonctionnent pas parce qu'on n'a pas la chance d'avoir l'alignement qui va bien. Donc, la détection des planètes proches, a priori, suppose une détection directe. Et puis surtout, ce qui est important, c'est qu'on va pouvoir faire de la spectroscopie. On va pouvoir dire si les planètes sont habitables, c'est-à-dire est-ce qu'elles contiennent essentiellement de l'eau liquide, puisque vous avez vu que l'eau a une signature spectroscopique détectable, et sont-elles habitées? On va rechercher des biosignatures. Alors, est-ce qu'il y a des faux négatifs, c'est-à-dire des vies qui pourraient exister et qu'on ne détecterait pas? La réponse est oui. Et ça paraît inévitable. Mais ce n'est pas trop grave. Ce qu'on ne veut surtout pas, c'est le faux positif, c'est-à-dire croire qu'on a détecté de la vie alors que ce n'est pas vrai. Donc ça, c'est vraiment ce qu'il faut éviter. Et donc, la solution, c'est de qualifier la biosignature. Une vie qui n'aurait pas envahi une planète risquerait de passer inaperçue, et ce qu'on ne veut pas, c'est qu'on croit mesurer quelque chose, et qu'en fait, on a mal fait les modèles, et qu'on pouvait rendre compte de la présence de ces gaz sans faire intervenir d'activité biologique. Darwin, donc, pour vous parler d'un développement récent, là, c'est le concept, le design EMAR. Je ne suis pas totalement sûr d'avoir le droit de vous parler de ça, mais je le fais quand même. Au lieu d'avoir le concept habituel, on met les collecteurs qui sont presque des miroirs plans, en fait. Ils sont des miroirs sphériques, mais de très grande focale, typiquement 1 km, et le collecteur est à 1 km plus loin. Alors ça a pas mal d'avantages. D'abord, les collecteurs sont beaucoup plus simples, ce sont des miroirs simples. Ensuite, en fait, la grande distance simplifie un certain nombre de choses au niveau des défauts du front d'onde. Et puis aussi, il faut regarder un petit peu comment sont faits les pare-soleil, mais on a accès à non plus une fraction faible du ciel, du genre 30%, on passe plutôt à 70% du ciel. Donc ça, c'est un concept peut-être intéressant. Bon, ça, je pense que c'est des choses que vous connaissez relativement. Hein. La propulsion, il y a un type de propulsion qui est peut-être intéressant, qui est ce qu'on appelle la propulsion électrique, où on éjecte non pas des gaz provenant d'une réaction chimique, mais des ions accélérés par une différence de potentiel. Et l'intérêt de la chose, évidemment, c'est que l'on est capable d'appliquer la tension et de la couper très rapidement, et donc faire des impulsions extrêmement brèves, des impulsions extrêmement brèves, et avec une quantité de carburant de l'ordre de quelques kilogrammes par vaisseau, on peut tenir pendant plusieurs années.
Bon. Alors tout ça, ce sont des choses que vous connaissez. Hein. En réalité, je vous ai montré des belles courbes avec une résolution spectrale élevée. Dans la pratique, il y a très peu de photons, et la résolution spectrale, c'est plutôt de l'ordre de la vingtaine. Mais vous voyez que même avec 20, eh bien, on distingue quand même clairement le CO2, l'ozone et l'eau. Voilà. Bon. Donc le but, évidemment, c'est de collaborer et de faire une mission mondiale. Hein. La notion de précurseur, alors comme vous le savez sans doute, il y a une étude qui est faite au CNES à l'heure actuelle d'un précurseur où on fait les choses le plus simple possible, mais on fait quand même de l'interférométrie vraiment dans l'espace, hein, avec donc 2 miroirs, 2 sidérostats et la recombinaison qui se fait au centre, hein, avec la version la plus simple qu'on ait trouvée. Et l'objectif de la chose, c'est de regarder des pégasides, c'est-à-dire les Jupiters chauds, qui sont nettement plus brillants que la Terre. L'ordre de grandeur de ce qu'on peut espérer, vous voyez, avec des télescopes de 3,50 m, dans une hypothèse, par exemple, qu'il y a 10% des étoiles qui ont des planètes telluriques de la taille de la Terre, donc ça c'est en rouge. Vous voyez qu'on observerait typiquement 300 étoiles, parmi lesquelles on aurait donc étudié une quarantaine de planètes. Et puis, si par contre il y a plus, le pourcentage est plus élevé, eh bien à ce moment-là, on observerait un peu moins d'étoiles, parce que la phase de recherche serait plus fructueuse, donc plus longue, mais par contre, évidemment, on fait la spectroscopie sur un plus grand nombre. Alors vous voyez quand même, on parle de typiquement 40 à 100 étoiles, planètes dont on fait la spectroscopie, donc on peut commencer à espérer faire de la statistique. Alors pour vous donner aussi l'idée que même s'il n'y a pas de vie, finalement on n'aura pas perdu notre argent, en dehors de l'exobiologie, on peut espérer faire de l'exoplanétologie. Et ça c'est pour quasiment sûr. On ne sait pas s'il y a de la vie ailleurs, mais par contre, qu'il y ait des planètes ailleurs, d'ailleurs on va le savoir dans quelques années avec Corot et Kepler. Et alors donc, si simplement on trouve des planètes, eh bien, de même qu'on a trouvé des objets très curieux que sont les Jupiters chauds, qui n'existent absolument pas dans le système solaire, on a essayé de réfléchir pour voir quels sont les objets de type plutôt tellurique, qui pourraient être franchement différents, et on est tombé sur cette notion de planète-océan. Alors, quelle est l'idée? L'idée est très simple. L'objet, au lieu de se former à 1 ou 1,5 AU, il se forme au-delà de la frontière de la glace, typiquement 4 AU. Et à ce moment-là, ce qui va se condenser, ce n'est plus uniquement les silicates, mais c'est les silicates et la glace. Et si on considère les abondances solaires, on a à peu près en masse autant de glace que de silicates. Donc une composition typique de type cométaire. Et puis, ça c'est une chose qui nous a vraiment appris la découverte des planètes géantes extrasolaires, la migration existe. On ne peut pas comprendre comment les Jupiters chauds pourraient exister autrement. Eh bien, cet objet-là, on le forme, par exemple, à 5 AU, et puis on le fait migrer à 1 AU. La glace va fondre, et donc on tombe sur un océan, un immense océan. Alors, ce sont ces objets-là qu'on a cherché à caractériser un petit peu. En fait, c'est pas très différent des satellites de Jupiter. Hein. Vous prenez un objet comme Ganymède, vous avez un cœur métallique, ensuite un premier manteau de silicate, un deuxième de glace, de l'eau liquide, et puis de la glace en surface. Parce qu'il fait froid, et en surface, on a de la glace basse pression. On a un petit peu, avec des gens de géophysique, on a un petit peu regardé les équations inéluctables des différents matériaux, et on a calculé la structure interne de la planète, un peu de façon analogue à ce qu'on a fait dans le temps, ce qu'on a fait en étudiant les structures internes des étoiles. Et vous voyez, par exemple, au niveau de la densité, eh bien, vous avez un premier manteau de glace, où la densité, vous voyez, on se trouve avec de la glace de densité 4. Hein, ensuite, on passe au silicate, puis au cœur métallique. Et ça nous donne une structure, vous voyez, de ce type-là. Le métal, alors, voilà un exemple avec un objet de 6 masses terrestres, 3 de silicate et 3 de glace. On se retrouve donc avec métal plus silicate, jusqu'à 1,2 rayons terrestres,
et puis ce très gros manteau de glace pour monter à 2 rayons terrestres. Et ensuite l'océan, dont je vais parler un petit peu plus. Si on compare une planète de la même masse qui serait rocheuse entièrement, eh bien, le modèle donnait un objet qui, au lieu de faire 2 rayons terrestres, n'en fait que 1,6. Comme c'est au carré, ce qu'on voit, ça fait une différence appréciable. Et on a vérifié que le modèle, évidemment, redonnait la Terre avec une précision raisonnable, ce qui était la moindre des choses. Alors, l'océan. On va prendre un exemple où la température de surface serait de 30 degrés. Alors, il y a le diagramme de phase de l'eau. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est en fonction de la pression, de la température. Vous avez l'eau liquide qui est dans ce domaine-là, et puis à plus basse température, on tombe sur de la glace. Alors ça, c'est la glace habituelle. La glace basse pression, celle qu'il y a dans le réfrigérateur, celle qu'il y a en Antarctique. La pente ici nous dit d'ailleurs que sa densité est plus faible que celle de l'eau. Mais par contre, quand vous augmentez la pression, vous tombez sur les phases dites haute pression de la glace, par exemple la glace 6, la glace 7, où cette fois-ci, la densité est plus élevée que celle de l'eau, d'où la structure qu'on a vue tout à l'heure, où la glace est au fond et l'eau à la surface. Alors maintenant, quelle est la profondeur de l'océan? Parce que c'est une question intéressante. Eh bien, ça dépend de la courbe d'évolution de la température en fonction de la profondeur. Alors, ce qui est sûr, c'est que la température ne peut pas varier plus vite que l'adiabatique, parce que sinon vous déclenchez la turbulence. Ce qui est sûr aussi, ça ne peut pas varier plus lentement que l'isotherme, sinon vous risqueriez de pas d'évacuer la chaleur interne. Donc c'est quelque part entre les deux, mais je ne sais pas trop où. Les gens ont commencé à dire, allez, adiabatique. Mais pourquoi adiabatique, quand on regarde les océans terrestres, c'est pas du tout adiabatique, c'est plutôt isotherme, pour pas dire dans l'autre sens même. Quand vous plongez, il fait froid en général. Vraiment. Donc, si on prend par exemple le cas adiabatique, on trouverait que on trouve la profondeur de l'océan ici. Si on trouve la pression du fond de l'océan ici, si on prend le cas isotherme, on trouve une autre valeur. Alors vous voyez, les valeurs typiques, ça nous fait des pressions de 2 et quelques gigapascales, 87 degrés et une centaine de kilomètres de profondeur. Alors, moi, naïvement, je pensais qu'il y avait un grand océan, que tout ça, ça allait être liquide, mais c'est complètement faux. À haute pression, on tombe sur la glace. Et vous avez un océan, typiquement, qui ferait une centaine de kilomètres. Donc c'est beaucoup plus que sur Terre, mais c'est pas du tout complet. Voilà. Donc, c'est le début d'une aventure, mais qui n'est peut-être pas facile. Ça, c'était une photo prise dans le kayak, et elle est sur moi. Merci. C'est un petit peu partout. Je vais t'approcher un peu plus joli quand même. Question Alain. Oui, Guy. Est-ce que dans tes modèles, dans vos modèles, vous prenez en compte les forces de marée, par exemple? Est-ce que les forces de marée sur l'eau ont plus d'influence que les forces de marée sur la roche? Certainement. Certainement. Non, on n'a pas pris en compte les forces de marée. Absolument. Et c'est même déterminant dans le cas des satellites de Jupiter. Le chauffage, par exemple, d'Europe est dû non pas à la radioactivité, mais aux forces de marée. Mais c'est extrêmement près de Jupiter. Je pense que le gradient du champ de gravité est nettement plus fort qu'au niveau d'un objet qui serait à 1 AU par rapport à une étoile. Mais c'est vrai. De toute façon, même un océan qui aurait une telle profondeur se déformerait plus que les océans terrestres. En plus, il n'y a pas de continent pour empêcher la marée de se développer. Donc oui, certainement, il y a une force de marée importante. Et il faudrait voir si les forces de marée dues au liquide ne sont pas suffisamment dissipatives pour contribuer à la migration. Pour contribuer à la migration par perte d'énergie. La migration, quand même, a tendance à s'arrêter dès lors que le gaz est soufflé. C'est possible. Donc on pense que c'est... De toute façon, au début, il faut bien que ça migle alors que c'est entièrement glacé. Au début,
bon, nous on les appelle planètes océans parce que c'est amusant, mais en fait on peut aussi les appeler géantes de glace. En fait c'est Uranus auquel vous retirez ces 2 masses terrestres d'hydrogène. Il vous reste, je ne sais plus combien, c'est 12 masses terrestres de roches et de glace. Uranus est quasiment un objet comme ça. En fait au début on les avait appelés Uranus tempéré.